À l'anniversaire de ma cousine, ma sœur a distribué des cadeaux aux personnes qu'elle considérait comme importantes. Ma fille a reçu un sac cadeau avec un mot dessus. Fais plus d'efforts l'année prochaine. Nous n'avons pas fait d'histoire, nous sommes simplement partis en silence le lendemain matin. Plus tard, ma sœur a ouvert la porte d'entrée et a crié si fort que les voisins ont appelé la police. J'aimerais pouvoir dire que cela m'a surprise. J'aimerais aussi pouvoir dire qu'en voyant le cadeau de ma fille, mon cœur s'est serré, ou que le monde s'est arrêté de tourner comme dans une scène de film trop dramatique. Mais en vérité, je m'y attendais. Non pas avec espoir ou optimisme, mais avec une profonde tristesse lorsque l'inévitable s'est finalement produit. La fête avait lieu chez ma sœur, comme si elle sortait tout droit d'un tableau Pinterest. Les ballons étaient de couleurs assorties. Le présentoir à gâteaux était si élaboré qu'on aurait dit qu'il avait été conçu par un professionnel des relations publiques. Les jumelles portaient des t-shirts assortis, nés pour briller. Les enfants couraient partout, serrant des sacs cadeaux brodés comme des trésors. Ma fille tenait mon sac. Elle avait 7 ans et portait un serre-tête à paillettes choisi le matin même, un serre-tête qui, disait-elle, lui donnait l'impression d'être dans une galaxie. Elle était un peu nerveuse avant d'arriver, comme toujours en grand groupe. Mais elle s'est entraînée à dire « Joyeux anniversaire » 2 fois en chemin. Elle a aussi confectionné 2 petites cartes, une pour chacune de ses cousines, dessinant soigneusement des étoiles et les signant « Bisous ». J'étais fière qu'elle ait réussi rien qu'en franchissant la porte. Mon mari et moi étions debout près de la table à manger, discutant maladroitement avec des gens que nous connaissions à peine. J'essayais de ne pas remarquer que ma sœur fuyait notre regard. Ma mère m'adressa un sourire crispé, m'avertissant de ne pas faire d'histoire. Mon père hocha légèrement la tête et se remit à découper le jambon comme s'il s'agissait d'une opération chirurgicale exigeant une concentration absolue. Puis vint la distribution des cadeaux. Chaque sac était décoré du nom de l'enfant écrit en paillettes et contenait une peluche, une bulle de savon, une bouteille d'eau à son nom et un porte-clés à l'initiale de l'enfant. Un par un, les enfants ouvraient leurs cadeaux avec empressement, comme si c'était Noël. Finalement, ce fut le tour de ma fille. Un simple sac en papier blanc, sans paillettes, sans nom, juste un mot collé de travers, de l'écriture familière de ma sœur. Fais mieux l'année prochaine. Elle regarda le papier comme pour essayer de le comprendre, espérant y trouver quelque chose qui expliquerait les mots. Elle tendit la main et en sortit. Un crayon cassé, une vieille gomme et un bonbon à la menthe qui semblait traîner dans son sac depuis une semaine. C'était tout. Je vis sa gorge se serrer. Elle me regarda et toucha lentement ma main, se préparant au choc, comme si elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Puis les adultes ont ri. Ma sœur a ri le plus fort, d'un rire sec pour montrer qu'elle avait le contrôle. Elle a été vilaine, a-t-elle dit. Elle a fait des bêtises ces derniers temps, elle interrompt, proteste, pleure pour de petites choses. C'est juste une petite leçon. Ma mère a ri aussi, disant, c'est bien pour elle. Vous êtes tellement collants, les enfants. Mon père a ri aussi, trouvant ça gênant mais inoffensif. Les autres enfants ont ri aussi, ne comprenant pas ce qui se passait mais l'imitant. Ma fille a esquissé un sourire figé, comme des enfants qui tentent de retenir leurs larmes. Mon mari m'a regardé, non pas avec surprise, mais avec une détermination calme et assurée. Il s'est assis à côté d'elle, lui a pris le sac cadeau des mains et a dit « Tu n'as pas besoin de ça. Allons manger un vrai gâteau. » Nous nous sommes levés sans rien dire, avons pris la main de notre fille et avons quitté la maison comme si elle était en feu. Personne n'a essayé de nous arrêter, personne ne nous a interpellés, pas même ma sœur. Ma fille était assise sur le canapé, les yeux rivés sur les étoiles scintillantes de sa carte d'anniversaire, comme si elle espérait qu'elle changerait de place pour lui expliquer pourquoi elle l'avait reçue. J'ai dit doucement, ce n'est pas que tu ne dis pas merci assez vite, c'est que certaines personnes oublient d'être gentilles. Elle a hoché la tête, serrant les cartes contre son cœur. Elle s'est endormie sur le canapé, blottie sous la douce couverture que mon mari lui avait offerte pour Noël, sur laquelle était écrit « Tu es en sécurité. Tu es forte. Tu es aimée. » J'étais assise dans la cuisine pendant que mon mari préparait le thé. Nous n'avons pas beaucoup parlé, pas forcément. Parce que ce n'était pas nouveau, c'était juste terminé. Il m'a dit que j'avais arrêté de payer le loyer, les cartes repas, l'électricité, tout. J'ai hoché la tête, ouvert un tiroir rempli de choses importantes et en ai sorti un dossier que je gardais discrètement depuis des années. SMS, photos,
copies imprimées des emails de ma sœur lui demandant de garder sa fille pendant une semaine de vacances, reçu de l'argent que j'avais envoyé à mes parents pour payer leurs impôts, les fois où ils m'avaient promis de me rembourser après la croisière. Le dossier était lourd. J'ai ajouté un mot. Fais plus d'efforts l'année prochaine. Sur la couverture. Mon mari m'a regardé, sans rien dire, mais quand je me suis retournée, il a hoché la tête. Pas une permission, mais comme pour dire. Demain, je lâche prise. Ils veulent donner une leçon à ma fille. D'accord. Ils apprendront cette fois, mais ce sera une leçon pour eux. Ça n'a pas commencé avec ma fille. Le plus douloureux, c'est que ça n'aurait pas dû lui arriver. Elle mérite d'être en sécurité, aimée de toute sa famille, pas seulement de sa famille biologique, mais aussi de sa famille élargie. Tout a commencé avec moi, en grandissant dans cette maison, où j'ai appris à plaire. À éviter les erreurs pour ne pas être critiquée. À me taire, car c'était plus sûr que de dire la vérité. À faire semblant d'être heureuse plutôt que de dire ma tristesse. Ma sœur aînée, Emma, était toujours l'enfant chéri sans le dire. De la façon dont mes parents lui parlaient, de l'enthousiasme qu'il semblait éprouver à ses histoires, à la façon dont il n'accordait qu'une attention mitigée à mes réussites. Je me souviens d'une fois, en CE2, où je suis rentrée fièrement à la maison avec un certificat attestant de n'avoir jamais manqué une journée d'école, luttant contre un rhume et des maux de ventre pour l'obtenir. Je l'ai tendu à ma mère, qui l'a regardé et a dit « Emma était l'élève du mois ». Évidemment, c'était plus important. J'ai obtenu un B+ en maths, une matière avec laquelle j'avais des difficultés depuis des mois. Mon père a dit « Emma n'a jamais eu moins que quand j'étais dans une pièce de théâtre. Quand j'ai été choisie pour jouer dans une pièce, ils ne sont pas venus. Emma avait un match d'entraînement de volley-ball, pas un tournoi, mais c'était important pour elle. Ils avaient promis de venir, mais ils ne sont jamais venus. Les anniversaires étaient les pires. Je partageais toujours mes anniversaires avec Emma, même si nos anniversaires étaient séparés de presque 2 mois. Une année, le gâteau portait uniquement son nom, et le mien était secondaire. Nous n'avons reçu qu'un seul cadeau ensemble, une paire de rollers à la taille d'Emma. J'étais toujours, trop ou pas assez, trop calme, trop dramatique, trop timide ou trop direct. Je pleurais trop, posais trop de questions, réfléchissais trop profondément, séchais les cours et boudais. Je ne riais pas assez, ou pas comme il faut. Pas de cris, pas de coups, juste un bruit de fond constant. Je ne me sens pas à la hauteur, et on me disait que j'étais sensible parce que je le remarquais. À 15 ans, j'ai pleuré quand mon professeur m'a accusé d'avoir triché à un contrôle, alors que ce n'était pas le cas. Ma mère m'a dit « Tu es timide et tu t'isoles. Souris et agis plus normalement la prochaine fois. » À 17 ans, j'ai eu le courage de dire à mes parents que je faisais peut-être une dépression. Ma mère m'a balayé du revers de la main. C'est une nouvelle mode. Tout le monde pense que tu es déprimé. C'est juste ennuyeux. Trouve-toi un passe-temps. Emma m'a traité d'exagératrice, puis m'a emprunté mon chargeur de téléphone et ne me l'a jamais rendu. Quand je suis entrée à l'université, je suis devenue émotionnellement engourdie. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents soient là le premier jour d'école. Eux non plus. Ils m'ont envoyé une carte avec 25 $ de retard et un mot disant « Ne fais pas d'erreur ». Je n'ai pas fait d'erreur. J'ai terminé mes études, suivi une thérapie, appris à nommer ce que je ressentais. Négligence émotionnelle, reproche, contrôle indirect. J'ai appris à m'en défaire en rencontrant mon mari. J'ai encore peur d'en faire trop. Un jour, je me suis excusée d'avoir pleuré pendant un film. Mon mari n'en a pas fait tout un plat, il m'a juste tendu un mouchoir en disant « Cette scène t'a ému, hein ?» Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il a été le premier à me demander ce que je voulais pour mon anniversaire et il m'a écouté, sans deviner. Quand je parlais de ma famille, j'adoucissais la vérité, la rendant étrange plutôt que déchirante. Il ne posait pas beaucoup de questions. Mais après avoir rencontré ma famille, il me serra la main sous la table et me dit « Tu n'exagères pas. J'ai réintégré ma famille à la naissance de ma fille. Je voulais qu'elle grandisse au sein d'une grande famille, avec des cousins, des traditions de fête et des grands-parents. Je voulais qu'elle ait l'enfance que je n'ai jamais eue. » Au début, les murmures ont commencé. Ma sœur a fait des remarques sur la façon dont ma fille s'habillait différemment. Ma mère a simulé une affection. Mon père s'est moqué d'elle lorsqu'elle pleurait à cause de bruits forts, lui disant qu'elle devait s'endurcir pour survivre dans la famille. Je lui ai expliqué qu'elle avait des problèmes de gestion des émotions et qu'elle avait besoin de compréhension, pas de critique.
Ils n'ont rien écouté, secouant la tête et disant que j'étais trop inquiète. Emma a dit que ma suréducation la fragiliserait. Chaque fois que je pose des limites, je deviens un problème. On me traite de compliqué, de dramatique. Chaque fois que je la défends, ils utilisent les mêmes armes qu'avec moi, l'ignorance, le sarcasme, la froideur. Parfois, ils font semblant de se soucier d'elle, ce qui me fait encore plus mal. J'entends ma mère murmurer à Emma, elle veut juste se sentir importante. Laisse-la faire, comme si ma réaction n'était qu'un frisson passager. Je l'ai ignorée et endurée des centaines de fois, espérant encore qu'il changerait, la comprendrait ou la verrait. Mais non. Ils ne voyaient qu'eux-mêmes, au point de vouloir contrôler et maintenir leur place dans la famille. Ma fille n'était pas une personne à leurs yeux. Elle était juste la prochaine à subir ce traitement. Mais cette fois, j'ai compris. J'avais le choix, continuer à leur donner l'occasion de la blesser comme ils m'ont fait, ou mettre fin au cycle. Je l'ai choisi. Je me suis choisi. Et ils comprendront ce que cela signifie. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ma fille s'est finalement endormie, sa carte faite main pour ses cousins à la main. Je suis restée éveillée sur le canapé, les yeux rivés sur les lumières clignotantes de mon ordinateur, sans oser toucher au travail que j'avais commencé. À 4h07, j'ai envoyé un courriel au propriétaire de ma sœur pour lui annoncer que je ne paierais plus la quote-part mensuelle. Même si ce n'était pas officiel, le propriétaire savait que le loyer était transféré de notre compte. 20 minutes plus tard, le propriétaire a répondu. Compris. Je le lui ferai savoir aujourd'hui. À 4h du matin, mon mari a commencé à rédiger une lettre au prêteur concernant le prêt auto. Nos noms étaient inscrits sur les papiers. Notre crédit était affecté. Nous avions versé la compte. Emma avait déjà manqué la date limite à 2 reprises lorsque nous sommes intervenus. Cette fois, nous ne sommes tout simplement pas intervenus. À 6h02, nous avons tout imprimé. SMS, email, messages groupés traitant ma fille de méchante, un enregistrement de ma mère défendant ma sœur, un clip de Noël où elle disait « Ne lui achète rien, elle n'appréciera pas ». Tout était rangé dans une chemise fermée par un ruban rouge que j'avais trouvé dans le tiroir à bric-à-brac, le ruban qui restait de l'anniversaire de ma cousine. À 7h30, nous sommes arrivés chez ma sœur, sans un mot. Nous avons simplement déposé le dossier devant la porte, sonné et sommes partis. À mi-chemin, nous avons entendu un cri terrible. Je ne me suis pas retournée. Mon mari a serré le volant avec un grand sourire. J'ai appris plus tard que les voisins, en manteau, étaient sortis, pensant à quelque chose de grave, et avaient appelé la police en voyant Emma rougir et paniquer, tenant le dossier comme s'il s'agissait d'un poison. La police est arrivée. Emma a déclaré qu'il s'agissait de harcèlement et que sa sœur essayait de lui gâcher la vie. La police a examiné le dossier et a conclu qu'il s'agissait d'une affaire civile, pas d'un crime, et qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. À midi, mon téléphone vibrait, avec 38 messages de ma sœur. D'abord des cris, des regards scrutateurs. Puis de la culpabilité. Que nous étions une famille, que nous ne pouvions pas faire ça. Puis des supplications, des menaces, exigeant que je revienne sur mes actes. Ma mère m'a appelé 4 fois, laissant un 3e message vocal furieux, exigeant que j'arrête, sinon la famille s'effondrerait. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé le fichier numérique à la famille élargie, tante, oncle, cousin, avec un simple objet expliquant la raison de notre disparition. J'ai reçu 20 réponses, dont la moitié disaient n'en avoir jamais entendu parler, une cousine m'envoyant simplement un message. Tant pis pour toi. Les ennuis ont commencé 2 semaines plus tard. Le propriétaire a dit à Emma qu'elle avait 30 jours pour payer le solde sous peine d'expulsion. L'organisme de crédit a signalé le retard de paiement et la mise en garde. Mon mari a souri en voyant cela. Mes parents ont appelé mon mari, pas moi. Ma mère a dit à mon mari de lui dire qu'ils étaient désolés et de ne plus recommencer. Il a été honnête, ce n'était pas leur problème, c'était leur faute. Ils sont venus chez nous le lendemain matin. Ma fille a regardé par la fenêtre et est devenue pâle. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas laissé entrer. Mon père a dit qu'il voulait parler parce que les choses étaient allées trop loin. J'ai dit que c'était la conséquence. Ma mère a essayé de pleurer, mais sans larmes. Ils ont laissé une carte dans la boîte aux lettres avec le message suivant. « Tu nous manques ». Je l'ai renvoyé avec un petit mot disant « Moi aussi ». Puis je me suis retournée vers ma fille, qui lisait sur le canapé, les jambes repliées sous les couvertures, le visage apaisé. Elle m'a demandé
Ils sont en colère, maman. J'ai secoué la tête. Ils font juste du bruit. Ce n'est pas de la colère. Elle a acquiescé. Ce soir-là, mon mari nous a emmenés manger une glace. Nous n'avons pas fêté ça, nous avons juste respiré profondément. De ce silence est né un sentiment nouveau, la paix. Et le bruit a été incroyable pendant une semaine. Ma sœur a réagi violemment, mais après la tempête, tout est devenu noir. Je pensais qu'il comprenait. Mais non. 10 jours plus tard, ma fille a apporté une lettre d'Emma à l'école. Elle était écrite sur du papier pastel, bordée de petits cœurs, comme pour les enfants. Elle était courte. Si tu es triste ou perdu, souviens-toi que tante Emma t'aime et que tu peux l'appeler quand tu veux, même si maman ne te le dit pas. Elle m'a regardé d'un air absent et m'a demandé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, maman? Ce n'était plus seulement une question de limite, mais de manipulation, intentionnelle et profonde. J'ai immédiatement appelé l'école. Il s'est avéré que ma sœur avait utilisé le nom de son ami pour entrer à l'école et remettre la lettre à son neveu. Elle n'a pas vérifié les documents, se contentant d'un léger sourire. Cet après-midi-là, j'ai déposé une ordonnance restrictive contre ma sœur et mes parents auprès de l'école, du comté et de la police. Mon avocat m'a envoyé une lettre d'avertissement. 2 jours plus tard, de faux comptes sur les réseaux sociaux ont commencé à m'identifier, me traitant d'ingrate et publiant des photos floues de mon enfance avec des légendes telles que « Certaines personnes oublient qu'elles ont été élevées ». Un message anonyme disait « Tu sauras ce que j'ai fait quand tu seras grande ». Je ne gagnerai pas. J'ai tout envoyé à mes avocats, qui l'ont transmis aux forces de l'ordre. Ma sœur a publié un selfie en pleurs, quand la famille tourne le dos. Déclenchant une campagne de compassion pour elle-même, jusqu'à ce que la vérité éclate peu à peu. Mes tantes, oncles et cousins ont envoyé des captures d'écran et des enregistrements vocaux comme preuve. Mes parents n'étaient pas d'accord. Ils ont convoqué une réunion Zoom d'urgence avec leur famille élargie. Je n'y ai pas assisté. Mais j'ai entendu dire que pendant la réunion, lorsque quelqu'un a demandé pourquoi je n'avais pas été invitée à l'anniversaire de mon grand-père l'année dernière, ma mère, gênée, n'a pas répondu. Lorsque d'autres ont demandé pourquoi Emma avait puisé dans le fonds d'urgence familial alors qu'elle était la seule à avoir un revenu stable, ou ont posé des questions sur l'anniversaire de ma fille, la conversation a dégénéré et ils ont fini par partir tous les 4 en plein milieu de leur phrase. Mes parents ont arrêté de publier des photos de famille. Ma sœur a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Puis une lettre est arrivée, manuscrite à l'encre bleue, au nom de ma mère et avec son logo. De longues et fausses excuses, des prières pour ne pas punir toute la famille pour un malentendu, que ma fille regrette la séparation autant que moi. Je n'ai pas répondu. J'ai encadré la lettre, l'accrochant à côté du mot qui avait tout déclenché. Fais plus d'efforts l'année prochaine. J'ai ensuite aidé ma fille à accrocher des lumières colorées autour de son nouveau lit. Elle a choisi des lumières douces qui changeaient de couleur lentement, comme si elle respirait. Sa respiration a changé aussi. Elle était plus douce, plus facile, moins tendue et étouffée. Elle s'est fait 2 nouvelles amies en cours d'art plastique, douces et curieuses, qui ne riaient pas quand elle mettait des bouchons d'oreilles ou avait besoin de calme. Elle a commencé à faire ses nuits. Un matin, elle m'a dit « Mon cœur ne bat plus ». Je l'ai prise dans mes bras et elle a émis un petit couinement. À la fin de l'année scolaire, sa classe a organisé une journée familiale. Les élèves ont invité un adulte à venir manger des biscuits et à exposer leurs œuvres. C'est moi qu'elle a choisi. Son œuvre était une peinture abstraite représentant des tourbillons rose pâle de galaxies et d'étoiles filantes. Dans un coin du tableau, à l'encre noire, elle a écrit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Sur le chemin du retour, je lui ai demandé si elle voulait une glace. Elle a hoché la tête, puis a dit avec hésitation « Maman, tu as bien fait. Même s'ils t'ont traité de méchante, même s'ils ne nous ont plus adressé la parole, tu as quand même bien fait. » J'ai eu la gorge serrée et j'ai dit « Merci, ça me touche beaucoup. » Elle s'est adossée à sa chaise, un léger sourire.